Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur le plateau d'Une semaine en Lorraine pour ce 100e numéro. Et oui, voilà déjà 100 rendez-vous durant lesquels toute l'équipe d'Une semaine en Lorraine et les télévisions locales vous font découvrir le quotidien des Lorrains. Alors merci à vous tous pour votre fidélité. Au sommaire aujourd'hui, la visite d'un lieu de mémoire au passé sombre en pleine rénovation. Il s'agit du fort de Queuleux, à Metz. Ils ont réussi aux États-Unis, mais on ne sait pas forcément qu'ils sont lorrains. Nous découvrirons l'exposition « Nous travaillons en Amérique » à Sarreguemines. Les thermes de Bar-les-Bains dans les Vosges ont la joie de retrouver leurs curistes pour cette nouvelle saison. Et puis la place Stanislas poursuit sa restauration. Après l'Opéra, le musée des Beaux-Arts et l'hôtel de ville, la ville de Nancy se concentre aujourd'hui sur les pavillons Alliot et Jacquet. Maison Bulle à vendre, Vosges Télévisions nous fera faire le tour du propriétaire. Et enfin, l'art dans tous ses états et de préférence relaxant, c'est ce que nous fera découvrir l'atelier des couleurs à Nancy. Mais débutons cette émission avec les libérateurs de Forbach à l'honneur. Pour ce début de numéro, retour sur 105 jours de siège avant la libération, des témoignages poignants et un reportage empli d'émotions sur ce moment fort de notre histoire, signé TV8. Le 276e régiment d'infanterie US était ici il y a 70 ans. Aujourd'hui, Forbach fête ses libérateurs. Ça m'a vraiment touchée parce que j'ai vu que la stèle est une copie en fait d'un panneau qui existait depuis 70 ans et ça a évoqué beaucoup de souvenirs pour moi, surtout des Américains, des soldats américains qui sont venus de partout aux États-Unis combattre pour la liberté en France, dans un pays qui ne connaissait pas. La consul générale des États-Unis a fait le déplacement depuis Strasbourg pour commémorer le sacrifice des soldats américains qui ont permis la libération de Forbach. Les jeunes du conseil municipal sont particulièrement touchés ce matin. Un mot aux Américains. Merci. Thank you. C'était tellement magnifique que je pourrais jamais l'oublier. Xavier et son père ont taillé la stèle. Eux aussi, ils ne cachent pas leur émotion. Grâce à eux, on est là. Grâce à eux, on est français et on espère être digne de ça. Le 14 mars 1945, Forbach est libéré après 105 jours de siège qui ont fait de nombreuses victimes. Jean-Claude Flaus avait 5 ans. Il se remémore le printemps 45. Dramatique pour lui et pour sa famille. Difficile puisque mon frère a été tué le 3 mars et nous l'avons gardé pendant 10 jours à la maison sur une planche dans la cuisine parce qu'on ne pouvait pas accéder au cimetière de la rue Boer puisque les combats de libération de la deuxième partie de Forbach étaient en cours et je vois encore ma mère éplorée puisque mon frère est tombé dans ses bras quand il a été touché en disant « Maman, mon heure est venue, je dois mourir aussi maintenant ». Il se souvenait de ce qui était arrivé à mon père 4 mois plus tôt. Autre mémoire vivante, Fernand Nedelec. Lui a combattu avec le 146e régiment d'infanterie. La libération, il en garde aussi un souvenir très précis. Les Forbachois, ils m'ont toujours fait mal au cœur quand je regardais dans quel état ils ont vécu, dans les sous-sols, dans les caves, les tunnels. Ils ne savaient plus où se mettre tellement que ça canardait partout. Pendant tout ce siège de Forbach, ils sont sortis de là, quand Forbach a été libéré, ils sont sortis de là, ils étaient complètement tellement hébétés. Je dis toujours, nous les militaires, les anciens, les gars du 146, les pionniers belges, les Américains, on était là pour se battre, c'était notre job. Mais les civils, ils n'y étaient pour rien. Ils n'y étaient pour rien. La ville a associé la jeunesse aux différentes commémorations pour qu'ils soient à leur tour des passeurs de mémoire. Assassinés, tués. Les enfants ont déposé des gerbes devant plusieurs plaques commémoratives. Ce week-end, avec les adultes et les officiels, ils rendent hommage aux troupes françaises, belges et américaines qui ont délivré Forbach des nazis.
On poursuit notre devoir de mémoire avec la visite d'un lieu chargé d'histoire qui manque de volontaires et de moyens pour être restauré. Il s'agit du fort de Queuleux, à Metz. Il y a quasiment 2 ans, jour pour jour, le fort faisait l'objet d'actes de vandalisme en série. Les portes avaient ainsi été fermées aux visiteurs, mais depuis le mois de décembre dernier, les bénévoles de l'Amicale des anciens déportés travaillent d'arrache-pied pour nettoyer le lieu afin de lui offrir un tout nouveau visage. Reportage signé Mirabel TV. 2012, l'année noire du fort de Queuleux. Des dégradations importantes de la casemate A entraînent une fermeture au public. Et c'est pour donner un nouveau souffle à ce lieu de mémoire majeur de la Seconde Guerre mondiale que les bénévoles de l'Amicale des déportés du fort œuvrent depuis janvier afin de restaurer au mieux l'ouvrage. Il y a eu tellement de dégradation et de pénétration de l'extérieur que le petit musée qui existait a été complètement vandalisé. Et donc on a été obligé de fermer l'accès au public parce que c'était vraiment immonde et il fallait le temps qu'on ait assez de gens pour remettre tout ça en état, parce qu'il y a eu beaucoup de casse aussi. L'Amicale compte environ 200 membres et ils sont une quarantaine à se retrouver bénévolement balai à la main pour dépoussiérer ces centaines de mètres carrés. Heureusement, plusieurs pièces importantes du mobilier ont pu être épargnées. Et évidemment, elles jouent un rôle primordial quant au témoignage du terrible passé. Rappelons que 36 personnes ont perdu la vie parmi tous les prisonniers qui ont transité à Queuleux. Entre l'interdiction formelle de parler, de voir, les interrogatoires musclés de la Gestapo, l'horreur était là, au quotidien. L'objectif de cette remise en état est aussi d'offrir aux prochains visiteurs la possibilité de ressentir au mieux cette atmosphère pesante. Là, la présence de ces chalits donne une présence humaine encore dans ce camp. Et quand on visite ce fort de Queuleux avec ces chalits, on peut ressentir la présence de ces prisonniers. Quand vous visitez les camps de concentration, c'est les mêmes qui sont présents au Schutthof, à Auschwitz, dans d'autres camps de toute l'Europe. C'est la même typologie. Ces aménagements sont riches en émotions pour le visiteur. Le 26 avril prochain se déroulera au fort une grande commémoration des déportés. D'ici là, tous ces travaux d'entretien auront donné une autre envergure au monument. Ils espèrent tous ensuite qu'une réhabilitation complète du fort de Queuleux sera possible à l'horizon 2017. Et la Lorraine, c'est aussi briller comme avec ces illustres Lorrains qui ont réussi aux États-Unis. Au XIXe siècle, de très nombreux immigrants sont partis dans le pays de l'oncle Sam pour y trouver la fortune dans ce nouveau pays. Parmi eux, des gens de notre région qui ont fait profiter les Américains de leur savoir-faire dans l'univers du luxe notamment. Une exposition relate leur réussite à la médiathèque communautaire de Sarreguemines en parallèle du festival Mireille des Plates. Découvrons cette exposition avec Mosaïque TV. Ils ont conquis le Nouveau Monde. En regardant les panneaux de l'exposition « Nous travaillons en Amérique », les visiteurs de la médiathèque et de la galerie du Carré Louvain apprennent beaucoup d'informations. Que le président Eisenhower descend d'une famille de Forbach par exemple, ou qu'un enfant du Beecherland a marché sur la Lune, Charles Pitt Conrad. Moins surprenantes, les réussites des maîtres du cristal et du verre qui ont apporté en Amérique leur talent et leur langue. Tous les outils, tous les handgriffs, donc les mots véritablement du verrier, du cristallier, ont été utilisés encore, y compris la deuxième génération. Il y a d'ailleurs un journaliste aux États-Unis en 1905 qui s'étonne que dans la verrerie d'Annenhofer, par exemple, les gens continuent, ils utilisent l'allemand, alors qu'ils sont aux États-Unis depuis une longue date. Quelques illustres artisans qui ont fait fortune aux États-Unis, la famille d'Annenhofer, Victor-Jacques Pelletier ou Christian d'Orflinger qui comptait comme client un certain Abraham Lincoln. L'âge d'or, c'est véritablement la fin du 19e siècle. C'est au moment justement où on recrute des verriers en Lorraine pour partir aux États-Unis. On prend, si c'est possible, les meilleurs ouvriers parce qu'on a besoin de main-d'œuvre très qualifiée. Et bien sûr, Saint-Louis, Meisenthal, Baccarat sont des endroits justement d'où ils font venir justement ces verriers. Ces expatriés lorrains dirigeaient parfois d'immenses entreprises qui s'étendaient sur plusieurs hectares. Malheureusement pour eux, ils furent frappés par la crise économique de 1929 et durent fermer leurs entreprises. Ces success stories vous sont présentés sur ces tableaux, tout comme des objets produits par Baccarat, Saint-Louis ou Meisenthal. Pour leur permettre de découvrir les métiers du verre et du cristal, des enfants issus de plusieurs écoles bénéficieront de visites au cours desquelles ils pourront réaliser un millefiori.
De quoi peut-être faire naître de nouvelles vocations. Et le 17e festival Mire des Plates est à découvrir jusqu'au 17 avril. Pour découvrir toute la programmation, je vous invite à vous rendre sur le www.sarreguemines.fr. Le printemps arrive et avec lui l'ouverture des saisons. C'est le cas pour les thermes de Bar-les-Bains qui retrouvent leurs curistes. La chaîne thermale du Soleil a ouvert cette semaine une toute nouvelle saison après avoir reçu près de 5000 patients en 2014. Au programme, la thérapie par l'eau de source, le sport pour rééduquer son corps et un seul mot d'ordre, le mieux-être. Apprendre à respecter son corps au travers d'exercices mais également de la diététique, des résultats qui attirent chaque année de plus en plus d'habitués, comme nous le démontre Vosges Télévisions. Ils prennent possession de cette piscine flambant neuve sous les directives de leur kinésithérapeute. Les thermes de Bar-les-Bains retrouvent leurs curistes. La chaîne thermale du Soleil accueillait ce lundi les quelques 200 premiers visiteurs de l'année. Dans ces bassins, ces personnes souffrant de douleurs physiques pratiquent des étirements et de la décontraction musculaire pour tenter de soulager au mieux leurs douleurs. Une thérapie par l'eau de source qui a séduit près de 5000 personnes la saison dernière, ce qui en fait l'établissement thermal le plus plébiscité du département. De quoi rendre confiant son directeur. Le bilan de la saison précédente a été par rapport aux années antérieures très bon, dans le sens où effectivement nous avons fini à 4820 curistes. Donc c'est une progression chaque année de 4,5 voire 5%. Voilà, donc pour nous ça a été une très bonne année 2014. Une cure qui opère sur plusieurs fronts thérapeutiques. Elle mise sur une prise en charge globale du patient avec une consigne, ne pas s'arrêter à la maladie. Effectivement, nous traitons la maladie elle-même, mais nous souhaitons aller plus loin dans notre démarche, à la fois sur leur proposer donc, la partie diététique, la partie aussi donc l'activité physique adaptée, la sophro-relaxation, tout ça pour après la cure, donc un mieux-être. Un mieux-être qui passe donc par différents apprentissages pour empêcher les corps de se figer, une stimulation en douceur. La cure ne fait pas l'impasse sur la détente, il s'agit ici d'adoucir l'effort sportif et non pas de pousser l'organisme dans ses retranchements. Des méthodes qui ont séduit ce couple qui vient pour la 5e fois. On est très satisfait de la cure, ça nous plaît et ça nous fait du bien en plus. Surtout quand on est retraité, il faut tout de même embellir sa santé. Une cure qui semble convaincre même les plus sceptiques. La rhumatologie, c'est sûr qu'on passe 2-3 mois de l'hiver bien. Oui, mais moi je ne croyais pas trop à la cure, mais si quand même, ça c'est un bien vraiment, c'est pas néfaste. Avec cette nouvelle saison, les thermes de Bar-les-Bains veulent passer la barre des 5000 curistes en 2016. Dans quelques instants, vous découvrirez l'art du doodling et les différentes techniques du coloriage anti-stress grâce à l'atelier des couleurs à Nancy. Et puis un patrimoine architectural rare en péril dans les Vosges, les maisons à bulles de Raon-l'Étape sont à vendre. Mais avant cela, on reste dans le tourisme avec la place Stanislas de Nancy qui poursuit sa restauration. Après l'Opéra, le musée des Beaux-Arts et l'hôtel de ville qui s'est achevé en 2010, la ville de Nancy se concentre depuis le 2 mars sur les pavillons Ayot et Jacquet. Des échafaudages sont en cours d'installation. Pour ces deux bâtiments, les travaux de restauration devront durer jusqu'au mois de novembre 2015. Une visite de chantier signée Mirabel TV. Ne vous attendez pas à voir ce spectacle son et lumière cette année. Le rendez-vous estival des Nancéens et des touristes n'aura pas lieu. La faute aux travaux opérés sur les toits et façades de la place Stanislas. Un chantier colossal déjà démarré entre 2007 et 2010, avec la restauration des balustrades et des décors sculptés de l'Opéra, du musée des Beaux-Arts et de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, c'est au tour des pavillons Jacquet à lieu de faire peau neuve, car leur décor souffrait également de l'altération du temps. Une entreprise rendue difficile et minutieuse par la présence de 142 pots à feu. C'est quand même du travail très pointu parce qu'on ne remplace pas un pot à feu complètement par un autre neuf. Non, on prend le pot à feu tel qu'il est, aussi malade qu'il soit, on l'ausculte, on enlève des parties, on les remplace, on les fait tenir ensemble. Donc pour chaque pot à feu, c'est un travail différent.
Et pendant toute la durée des travaux, les commerçants pourront continuer à exploiter leurs terrasses, puisque de poutres longues de 25 mètres seront élevées en haut des pavillons pour parfaire les échafaudages. L'hôtel de ville devrait connaître son lot de rénovation pour sa toiture à partir du mois de juillet, tout comme l'Opéra au mois de juin. Sous l'œil bienveillant du Grand-Duc, la place Stanislas se refait une jeunesse, mais pour revenir encore plus belle. Et promis, en 2016, les illuminations seront à nouveau de la partie. Le village des Barbapapa, avec ses bungalows d'une architecture venue d'ailleurs, appelé le Muséum Hôtel à Raon-l'Étape, est en vente depuis le mois de février dernier et placé en redressement judiciaire depuis octobre 2014. Le sort des maisons bulles de l'architecte Pascal Hausermann sera discuté devant le tribunal de commerce d'Épinal le 21 avril prochain. Un patrimoine vosgien qui est à découvrir, à redécouvrir et même à reprendre, comme nous l'explique Vosges Télévisions. La vie n'est pas rose dans l'univers des Barbapapa, surnom affectueux donné à cet ensemble de maisons bulles construites par l'architecte Pascal Hausermann dans les années 60. Ce lieu est réouvert en tant qu'hôtel en 2007 après de nombreuses années d'abandon. Mais depuis 2012, une baisse de l'activité, notamment en basse saison, rend la gestion difficile pour les propriétaires. Ça demande beaucoup d'entretien dans le sens où effectivement l'hiver elle souffre beaucoup, il suffit qu'il y ait beaucoup de neige et puis la pollution s'agrippe quand même, donc à la sortie de l'hiver, si on veut qu'elle soit à nouveau toute belle, toute blanche, toute rayonnante, il faut sortir les seaux de peinture. Et se remonter les manches pour faire vivre ces 8 bungalows en forme d'œuf conservés dans leurs aspects d'origine. Placés en redressement judiciaire depuis le mois d'octobre dernier et mis en vente en février pour 800 000 €, c'est un rêve d'enfance qui s'envole. Ce rêve, on l'a vécu, on l'a existé. Peut-être que demain, ça ne sera plus nous, mais on espère que si un acquéreur et le prochain acquéreur poursuivent le travail de sauvegarde de ce patrimoine exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait est-ce qu'il y aura un acheteur, est-ce qu'il y aura un mécène, est-ce qu'il y aura... on ne sait pas. Donc on est dans l'attentisme. Depuis l'an dernier, ce lieu, témoin d'une époque architecturale révolue, a été inscrit au titre des monuments historiques. Un label qui assure à l'Hilda Hausermann une protection face à d'éventuelles démolitions et qui permet d'obtenir des aides en cas de travaux de rénovation. On continue toujours à se battre pour que le lieu reste ouvert au public, pour que les gens puissent toujours autant venir découvrir le lieu, se balader, profiter de nos différentes expositions et de tout ce qu'on peut proposer comme manifestation tout au long de l'année. D'après les gérants, de nombreuses réservations sont déjà prévues à partir d'avril et du retour des beaux jours. Un espoir pour l'avenir. Cependant, suite au redressement judiciaire du Muséum Hôtel, ils passeront devant le tribunal de commerce le 21 avril prochain. Et pour terminer cette émission, je vous propose de découvrir Blandine Henriot, artiste et directrice de l'atelier des couleurs, qui nous ouvre ses portes de son échoppe nancéenne. Cet atelier d'art plastique propose l'apprentissage et le perfectionnement de plusieurs techniques, adultes, enfants, novices ou bien encore confirmés. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Aujourd'hui, elle nous enseigne l'art du doodling, mais encore celle du coloriage anti-stress. Laissez libre cours à votre imagination et vos envies artistiques. Tel est le programme que vous propose Maï-Lorraine. Donc c'est en février 2010, j'ai monté l'atelier des couleurs. L'aventure a commencé comme ça, avec des cours de dessin. Donc l'atelier propose différents enseignements de techniques, pastel gras, pastel sec, aquarelle, peinture à l'huile, acrylique, gouache, modelage, modèle vivant de temps en temps. En parallèle de ça, donc, il y a un espace galerie où j'expose différents artistes de la région. Donc j'ai monté un nouvel atelier, un tout nouvel atelier cette année. C'est un atelier de coloriage anti-stress. J'ai souhaité développer un petit peu ça, proposer ça aux élèves
de l'atelier. Donc voilà, un atelier anti-stress et doodling. On a le coloriage et on a le doodling. Donc le coloriage, donc je disais tout à l'heure, peut y avoir différentes thématiques, différents motifs. Et puis donc on a le style mandala. La particularité, c'est que c'est rond et que le but de ces coloriages-là, c'est de commencer par l'extérieur et d'arriver vers l'intérieur. En thérapie, c'est le recentrage sur soi. Le doodling, c'est l'art du gribouillage, j'aime pas trop ce terme-là. C'est comme des petits dessins, des petits griffonnages qu'on fait dans les marges de cahiers ou quand on est au téléphone, on griffonne dans un coin de page. Le doodling, c'est ça, c'est des petits dessins spontanés qu'on fait voilà, pour se vider la tête. Il y a eu une période difficile de ma part il y a 6 mois et ça m'a aidé psychologiquement à faire le vide. C'est-à-dire que vous êtes concentré uniquement sur la couleur. Ça déstresse complètement. La finalité, c'est vrai que c'est d'avoir quelque chose d'artistique. De prime abord, on n'y penserait pas forcément, mais c'est vrai qu'avec le recul, à la fin de la séance, on obtient un résultat assez intéressant, oui, qui peut d'ailleurs surprendre la personne qui l'a réalisé. Ouais. Vous l'avez compris, tous à vos crayons. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, merci encore pour votre fidélité.